Bon, je voulais bonsoir tout le monde. السوني سوين رجلي الانسان هو مالو سبحان الله قرانا كاميرا تنطلق الزول تسد يد دور d'entretien vous remercier et rendre hommage pour votre fidélité ainsi que au nouveau visage. Bien, nous sommes ravis de vous accueillir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois parce que on a besoin de cet espace, on a besoin de vous. Il existe pour vous. Sans un espace de débat, sans public, je pense qu'il ne sert à rien. Alors, on dit pour ça encore une fois. Seigneur, on a une invitée spéciale. Bon, c'est pas pour moins des autres invités, mais c'est la première femme qui va ouvrir le bar au CCA, au Café culturel de Melo. C'est vraiment un plaisir. Et je tiens à le remercier infiniment d'avoir accepté de relever ce défi. C'est Madame Mariam Grilej, qui est née à Albière, licenciée en langue anglaise et qui manie très bien la langue de Molière. Je tiens à l'avouer. C'est le cas de tous les journalistes de la chaîne 3, bien sûr. Bon, elle a intégré la chaîne 3. De la radio algérienne en 1982 où elle produit et anime des émissions culturelles et de divertissement. En parallèle, elle collabore en tant que journaliste dans plusieurs titres de la presse écrite et de nombreux magazines. Elle est auteure de 5 ouvrages, dont 3 destinés pour les enfants, tels que L'autre fille dans la Casbah d'Alger, publié en 2017. C'est son premier livre, suivi en 2018 de L'autre fille au palais de Derwish d'Amina. Le troisième, L'autre fille au mausolée royal de Mauritanie. Alors, on a publié son premier recueil de nouvelles intitulé Demoiselle du métro. Son dernier ouvrage est un roman sur le parcours de Fatma Afnansor intitulé Un jour tu comprendras. C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne vais pas tarder à céder la parole à Mme Dumèche. Et je souhaite, une autre fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je tenais d'abord à vous dire bonne année. À tous. Je voulais aussi remercier à mon tour l'association culturelle à Malo et le café littéraire culturel de m'avoir invité. C'est vrai que quand il m'a fait cette proposition en disant qu'il n'y a pas eu de femmes encore auteurs qui sont venues, j'ai dit moi ça ne me dérange pas parce que l'amour et la culture, moi je fais. Voilà, je peux aller, il y a 3 mois, j'étais en Europe, voilà, j'étais en France faire une présentation de la demoiselle du métro, c'était à Cannes, et aujourd'hui je suis à Malou, demain je vais être dans un tout petit village, je m'en fiche complètement, ce qui m'intéresse c'est de rencontrer mes lecteurs, parce que sans les lecteurs, l'auteur, l'autrice ou l'écrivain n'existe pas. Voilà, je suis heureuse d'être à Malou, d'autant plus que j'ai visité un petit peu, j'ai été voir les ruines de la maison de Alawa Zaloupi, que je connais par sa renommée. J'étais heureuse de repartir sur les lieux. J'ai visité la placette et j'ai eu le plaisir de partager un repas de Dîner d'ailleurs chez M. Bodaddin et je salue cette hospitalité, ça m'a fait très très plaisir. Voilà, je suis heureuse d'être là à Malou. Et voilà. Oui, j'entends vos questions. Oui. Ah oui, alors il n'y a pas de questions, je me lance tout de suite. Alors voilà, aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier livre. C'est une biographie romancée de Fatma Mansour Amrouche, que vous connaissez certainement tous. C'est la maman de Taous Amrouche et de Jean Amrouche. Voilà, elle a eu un parcours exceptionnel. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Déjà, depuis sa naissance en 1882,
à Tézé-Ribel, puisque c'était une enfant illégitime. Et la malchance l'a poursuivie tout au long de sa vie. Elle a vécu pendant 85 ans. Et même dans sa vie d'adulte, elle a perdu 5 de ses enfants, dont Jean Groupe qui est mort en 62, le 16 avril 62. Donc cette vie tourmentée lui a inspiré une poésie bouleversante. Elle nous a légué ce patrimoine berbère, kabyle, des contes, des proverbes, des histoires et des légendes qui ont été transmises aussi à ses enfants, et par le biais de Bao Zarmouch, interprète de chants berbères, et par Jean Almoroub. Tous les deux ont écrit, ces écrits nous sont parvenus, cette richesse ancestrale. Et je voulais vraiment raconter cette histoire parce qu'elle est déjà très touchante, et elle-même, on peut considérer que Fatma Mansour Amrouche est la première écrivaine, enfin, c'est la première à avoir signé une biographie, son autobiographie, puisqu'elle nous a légué l'histoire de sa vie, c'est Histoire de ma vie, qui est sortie une année après son décès, en 1968, aux éditions Maspero, où elle raconte son parcours de femme, mais pas seulement, puisque ce livre est un témoignage de l'époque où elle a vécu. C'est un document historique, géographique, sociétal, parce qu'elle raconte la Kabylie de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Comment est-ce qu'on vivait à l'époque? Elle décrivait son quotidien, son quotidien en tant que femme, comment étaient les fêtes, comment se passait la récolte des olives, comment se passait la journée du marché. Donc on a vraiment un document historique très très intéressant pour un peu reconstituer la vie d'avant. Je ne vais pas tout dire. Est-ce qu'il y a des questions pour pouvoir... Allez, on va se partager le micro. C'est de ma faute, hein, c'est tout, d'accord. Bon, vous n'allez pas présenter votre ouvrage. Vous avez jusqu'à 45 minutes, une demi-heure. Vous pouvez déborder jusqu'à 40 minutes. Une fois 40, on va ouvrir le débat avec le public. Voilà. Donc, Histoire de ma vie, que j'ai lu dans les années 80, comme beaucoup de personnes de ma génération, m'a vraiment marquée. J'avais à l'époque, j'étais une adolescente et ça m'a vraiment touchée. Et quand je cherchais une idée l'année dernière, après la sortie de celui-là, je cherchais une idée de roman. Ça m'est revenu dans ma tête, je me suis dit, cette dame qui a tellement souffert, mais qui a aussi, qui nous a laissé un patrimoine extraordinaire, un legs, il fallait qu'elle soit plus connue, surtout par la nouvelle génération, parce que j'ai l'impression que la génération d'avant la connaît, mais les jeunes de 20, 30 ans, même jusqu'à 40 ans, ne la connaissent pas. Donc ça a été ma première démarche. Donc je me suis penchée sur sa vie, je me suis documentée, et j'ai appris que déjà avant l'existence de Fatma Mansour Amrouche, il y avait sa maman, qui est un personnage clé d'ailleurs de mon livre, c'est Heini, voilà, c'est sa maman. C'est une femme qui a aussi beaucoup souffert aussi, parce qu'elle s'est retrouvée, elle vivait à Tézé-Ribel, elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 22 ans. Et du moment qu'elle s'est retrouvée veuve, ses beaux-frères ont voulu la chasser de la maison, et elle leur a tenu tête. C'était une femme qui avait une très très forte personnalité. Pour l'époque, c'est quand même extraordinaire parce qu'on parle de la fin du 19e siècle, dans une société kabyle ancestrale, archaïque, rigide. Et elle voulait continuer à travailler, à élever ses enfants, à labourer le petit lopin de terre qu'elle avait. Elle voulait dépendre de personne. Et ensuite, même son propre frère est venu lui dire tu es veuve, tu repars à la maison, tu vas te remarier, ta maman va élever
va élever tes petits, et elle ne voulait pas dépendre de qui que ce soit. C'était une femme déjà à l'esprit indépendant. Déjà, on parle de Haini, nous ne parlons pas de Fatma. Donc déjà, c'est-à-dire Fatma plus tard, elle aura de qui tenir, comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et sur ces entrefaites, le frère, le frère de Haini qui lui a dit de revenir à la maison, elle lui a dit non, je m'assume. Et il l'a renié complètement, il est parti à Tejmat, à Tézéhibel, et il a dit à tout le monde, voilà, ce n'est plus ma sœur, je ne la connais pas. Et il lui a dit, quoi qu'il se passe chez nous, ne cherche pas après nous, on te connaît plus. Et d'ailleurs, quand la mère de Haini est décédée, ils n'ont même pas laissé rentrer à la maison pour assister aux funérailles. Donc elle était vraiment, voilà. Et Haini, dans la cour où elle habitait, donc je vous rappelle qu'elle était veuve, 22 ans, son mari est décédé, il était très âgé. Habitait là un jeune de la famille de son mari. Elle a été séduite par lui et elle s'est retrouvée enceinte. Et devant cet état de fait, son séducteur l'a abandonnée, il ne voulait pas se marier avec elle. Pourtant, avant, il l'avait séduite en lui promettant le mariage. Il s'est tiré, il lui a dit qu'il était déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment, elle a été encore très marginalisée parce qu'elle a dû accoucher toute seule et mettre au monde une petite fille qui n'avait, elle, rien demandé. C'est pas Fatma Ibn Mansour un mouche. On dit qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à son papa, à Abel Qassem, donc, à Kassi, pardon, excuse-moi, à Kassi. Et a commencé le calvaire. Donc elle était marginalisée, rejetée, personne ne voulait d'elle, on l'a frappée, les enfants l'insultaient, les adultes la méprisaient. Et donc sa mère portait cette responsabilité elle se disait que ce n'était pas de la faute de la petite, donc elle a essayé de la sauver entre guillemets. Comment? En l'emmenant dans un orphelinat chez les sœurs des Oisias, où elle l'a laissé là-bas quelques mois. Malheureusement, la malchance a continué parce que la petite a été maltraitée de manière atroce. D'ailleurs, je le raconte, il y a une scène qui est terrible que je ne vais pas vous raconter ici, parce que je voudrais garder un petit peu de mystère, où elle vient lui rendre visite de temps en temps, une fois par semaine, et elle trouve sa fille dans une situation incroyable. Donc elle décide de reprendre sa fille. Et quelques temps après, elle la place dans un pensionnat. C'est la pension de Tedderfullah, qui n'est pas très loin de l'Alba à la TLFL. Là, Fatma va passer une dizaine d'années de sa vie. Elle va acquérir l'instruction, elle va apprendre à lire, à écrire, elle va passer déjà son certificat d'études, puis le brevet quand même. Elle va venir à Alger passer son brevet moyen. Et pour dire que cette femme, quand même, elle était très instruite, elle avait un très très bon niveau. Elle avait lu Molière, elle avait lu tous les grands auteurs, Racine, tous les grands auteurs qu'on lisait à l'époque. Et surtout, elle a rencontré là-bas la directrice qui a été d'une bonté extraordinaire envers elle. Elle a toujours dit, Fatma Ibn Mansour en rouge, que Madame Malaval, c'est d'elle qu'il s'agit, a été sa mère spirituelle. Voilà. En ce qui concerne la religion, Fatma Ibn Mansour en rouge a dû prendre une autre religion que la sienne, parce que normalement elle aurait dû être musulmane, Haini était musulmane, mais le jour de son mariage avec Abel Qassem, Antoine Lamouche, c'est un gars d'El-Lavi qui travaillait chez les Peurs Blancs. Il avait remarqué plus tard, quand elle a travaillé à l'hôpital Sainte-Eugénie de Michelet, elle était fille de salle. Et il a remarqué, il en est tombé amoureux, et il a voulu demander sa main, c'est ce qui s'est fait. Bien qu'il était brouillé avec sa famille, qui l'avait fiancé avec une autre fille, mais lui, il voulait être avec Fatma Ibn Mansour en rouge. D'abord, il l'a regardé avec un autre regard, parce qu'il était chrétien, il y avait de la bonté en lui, il sentait qu'il devait sauver aussi cette fille. Parce que Fatma se disait toujours qu'elle ne se mariera jamais. D'ailleurs, elle disait toujours qui voudrait une fille illégitime. Et ce n'est qu'à 16 ans qu'elle s'est mariée. Et le jour de son mariage, elle a été
convertie par le père Mira, qui est venu d'Alger. Et elle est devenue Madame Amrouche, la femme d'Al-Qassem Antoine Amrouche. Ils ont vécu 2 années donc, à l'école, à l'hôpital de Michelet Sainte-Génie, puis ils sont partis à Iri-l'Allée. Ils avaient déjà un bébé qui est né à l'hôpital de Michelet, puis il y en a 2 qui sont nés à Iri-l'Allée, dont Jean Amour en 1906. Et puisque économiquement, ils n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, il fallait encore un autre départ. Il fallait donc Fatma El Mansour, qui était une femme très forte de caractère, elle tenait, je vous l'ai dit, ce caractère bien trempé de sa maman, l'a encouragé son mari pour aller ailleurs en quête d'un vrai boulot, un vrai travail, parce que vous avez déjà 3 enfants, il vivait avec la belle famille, c'était la promiscuité, c'était pas gai à gérer. Hein. Et il est parti donc vers l'Est. Il est parti à Tunis, travailler dans les chemins de fer. Et c'est là, ensuite il a fait venir bien sûr sa femme, sa belle-mère, Nadjara venait souvent aussi. Les autres enfants sont nés. Et c'est là que c'est passé la 3e partie de la vie de Fatma El Mansour Amrouche. Voilà, un autre exil, parce qu'elle a eu plusieurs exils, vous allez voir. D'abord, on peut parler d'exil à sa naissance, puisqu'elle a été arrachée à sa maman. Voilà. Ensuite, d'autres exils, puisqu'à chaque fois, elle n'a jamais pu vivre chez elle. Et puis en plus, celui-là, l'avant-dernier, parce qu'il y aura un 4e exil, c'était donc vivre avec une 40aine d'années en Tunisie, rendez-vous compte. C'est un arrachement. Et elle a toujours dit, je ne me suis jamais sentie nulle part chez moi. C'était un arrachement pour elle. Et la dernière partie, parce qu'en 58, quand les enfants ont grandi, chacun est parti faire sa vie, son mari est mort en janvier 59. Ils sont rentrés à Iri-l'Allée où ils avaient leur maison, qui existe toujours, en fait, elle a été retablée, tout ça. Elle est occupée par quelqu'un d'autre. Et donc ils ont quitté Radès en Tunisie pour venir vivre à Tunis. Et, pardon, à Alger, excusez-moi, à Alger, parce que je raconte. En Kabylie, à Iri-l'Allée, c'est un petit peu l'émotion. Et en 1959, son mari est décédé. Il a été enterré dans le cimetière chrétien d'Iri-l'Allée, n'est-ce pas? Et elle a dû quitter Iri-l'Allée pour aller en France où elle est partie à Nice d'abord, où il restait un enfant, puis après sur Paris pour retrouver Paos et Jean Almour qui se sont occupés d'elle. Et je dois vous dire quelque chose de très très important. En 1946, elle avait écrit ses mémoires, voilà, Histoire de ma vie, en tout cas la première partie, parce que son fils, Jean, lui disait toujours maman, 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 tu as accumulé tellement de choses, tu as vu tellement de choses, tu as souffert tellement par la vie, maman, écris, tu as une belle plume, écris. Et elle a écrit effectivement quand elle était à Radès, donc c'est pas très loin de Tunis, c'est dans la banlieue tunisienne, elle a écrit Histoire de ma vie, heureusement qu'elle l'a fait, mais son mari ne voulait pas qu'elle le publie, parce qu'il faut connaître un peu le caractère de Belkacem, c'était un homme discret, il lui disait, c'est pas la peine qu'on étale notre vie privée sur la place publique, quoi. Donc elle avait mis de côté le livre, mais Dieu merci, après, quand elle était sur son lit de mort, en fait, elle a été hospitalisée. En 1967, elle était très très malade, elle allait mourir. Taouis avait fait des pieds et des mains pour trouver un éditeur, et elle a trouvé François Maspero qui était d'accord pour publier ce livre qui était fort intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un document qui ne parle pas seulement de la vie d'une femme, une vie vraiment très cabossée, une vie très malheureuse, mais aussi qui raconte l'histoire de l'Algérie de la 19e, fin du 19e siècle et une partie du 20e siècle. Et elle lui a dit, maman, c'est bon, ton livre va être publié. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle lui a dit, tu sais qui c'est qui va signer la préface? C'est Keteb Yassine. Keteb Yassine a donc signé la préface
ce livre en disant cette femme elle est admirable, elle est courageuse, elle a osé parler, dénoncer, parler de la condition de la femme. Et il faut que il a dit, c'est la première Algérienne à avoir témoigné de son vécu. Et il a dit aussi, il faut que ce livre soit lu partout, dans les douars, partout, dans les lycées, partout. Il a dit, son témoignage, c'est un défi aux bouches cousues. Donc, quel beau témoignage de celui de Kateb Yassine. Et sur ce, elle s'est endormie pour toujours. Fatma et Mansour Amrouche est enterrée en Bretagne. Il faut le savoir aussi, il y a une rue qui porte son nom. Il y a une plaque commémorative d'ailleurs, voilà, c'est Fatma et Mansour Amrouche, parce qu'elle a vécu quand même en Bretagne quelques années avant d'y être enterrée. Et voilà. Donc, je tiens quand même à souligner ce qui est aussi très très beau, mis à part l'histoire, cette belle leçon de courage, c'est le legs qu'elle nous a transmis. Parce que depuis toujours, elle parlait des contes de notre enfance, les contes qu'elle avait entendus de sa maman Lénie et que Lénie a entendus de sa maman. À l'époque, c'était l'oralité, on n'écrivait pas. Donc, les proverbes, les citations, les berceuses, les proverbes pour chaque situation, pour un accouchement, pour un mariage, voilà, et tout ça, c'est une richesse incommensurable, c'est d'avoir légué ça à ses enfants, les intellectuels de la famille, comme je les appelle, Jean Moreau, Pablo, qui ont écrit, qui ont transmis tout ça, et c'est arrivé jusqu'à nous. C'est ça le trésor, c'est ce patrimoine qui a traversé des siècles pour nous arriver. Parce que aussi, il y a une autre poésie qui est née chez Fatma et Mansour Amrouche, celle qu'elle a écrite, elle, après la mort de ses enfants. Elle a eu 8 enfants, et sur les 8, 5 sont morts de son vivant. C'était les maladies, c'était le dernier, c'était Jean Moreau. Imaginez cette femme qui n'avait rien que ses enfants, son mari, elle perd son mari, elle perd ses enfants. Je veux dire, elle a l'âme d'une poétesse, donc elle a écrit de très beaux poèmes. Et d'ailleurs, je vous en propose quelques-uns dans mon livre. Je vous propose aussi quelques contes vraiment anciens aussi. Comme par exemple une histoire, un conte qui est d'actualité en ce moment, c'est Tarada Lamouza. Voilà, vous connaissez la petite vieille là qui, le 1er février, elle sort. Voilà, chacun comment chacun comment il l'appelle. C'est cette histoire de cette vieille qui a pesté tout le mois de janvier contre janvier parce qu'il pleuvait, et février il fait beau, donc elle l'insulte et vous savez ce qui va lui arriver. Donc c'est ces belles histoires que nos grands-mères nous racontaient quand on était petits et petites. Je voulais aussi les garder. Et voilà ce que je peux dire. Je ne vais pas trop vous donner des détails. Je peux juste vous dire que j'ai voulu romancer l'histoire, qu'à 90% c'est des faits réels, 10% c'est mon imagination. J'ai voulu que ça soit digeste, qu'on puisse le lire avec plaisir, qu'on puisse imaginer les scènes, que ça soit comme un film, parce que j'ai été très touchée par cette histoire, donc l'émotion elle est là, et j'espère être parvenue à bien la transmettre. Et quant au titre, alors un jour tu comprendras, c'est mon interprétation par rapport à cette petite fille qui demandait tout le temps à sa maman, maman, pourquoi est-ce qu'on me crache dessus, pourquoi est-ce qu'on me frappe, maman, pourquoi tu m'emmènes, pourquoi je ne reste pas avec toi, et la maman lui disait, un jour tu comprendras, c'est mon interprétation, parce qu'elle était trop petite pour comprendre des histoires d'adultes. Le titre, il est venu tout de suite. J'étais à une dizaine de pages où j'ai dit que non, c'est ça le fil conducteur. Je crois Bon, merci Madame Guimèche. Bon, avant de passer au débat, je prie l'assistance à ne pas sortir du thème de la rencontre. C'est pas une censure, loin de là,
Mais je souhaite qu'on reste sur le thème, sur le sujet de notre rencontre pour mieux profiter de cette rencontre avec Madame Gomes. Ça, c'est primo. Et secondo, c'est en essayant d'abréger les questions. C'est mieux pour permettre aux autres d'intervenir. S'il n'y a pas d'autres intervenants, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Et on passe le débat. S'il vous plaît. Salam alaikum, monsieur le président. Madame Gomes, j'ai quelques questions à vous poser. Je ne sais pas si vous avez un point de mémoire ou bien vous allez prendre un note. Oui, bon, voilà. Il a pas voulu prendre des questions. Je voulais le faire travailler, mais bon, allez, on va. Donc, la première question, c'est que vous avez dit que Fatma Amouche, elle était une musulmane. Ensuite, après son mariage, il s'est reconverti en chrétienne. Non, non. J'ai dit, elle aurait dû normalement être Musulmane. Elle aurait dû. Par rapport à sa mère, j'ai dit, Aïni était musulmane. Non, elle n'a jamais été musulmane. Donc, à sa naissance, c'est chrétien. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Aïni, quand maintenant son embauche, normalement, si elle était née dans une famille, un père, une mère, elle aurait été musulmane comme sa mère. Mais elle a pris un autre chemin parce que elle est partie de la maison, elle a été chez les sœurs. Et donc, Vous c'est comprenez? musulmane par conviction. Enfin, Non, chrétien par conviction. Je pense que oui, mais je vous répondrai dans un moment par rapport à ça. J'ai une idée. Aussi, la deuxième question, c'est que vous avez dit que votre maman, c'est une fille illégitime, donc, est-ce qu'elle n'est pas reconnue par son père? Oui, je vais vous dire ça. Merci. Maintenant, la question, Madame Gomes, est-ce que vous avez pensé un jour que ni monsieur le libérateur pharmacien en général et de notre famille en particulier, à travers la guerre de libération, mais après la guerre? Merci. Ok, d'accord. Alors, Fatma Sourambouche est une enfant illégitime. Elle est née hors mariage, ce qu'on appelle bâtarde, passez-moi l'expression, et là c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Sa mère était musulmane, hein, vous savez, elle était très pieuse, elle le dit dans l'histoire de ma vie. Sa mère était pieuse surtout vers la fin de sa vie. Et à partir du moment que Fatma Sourambouche a été arrachée à son milieu naturel, à son foyer, à sa maison, à partir de 3 ans et demi, à 3 ans et demi, elle s'est retrouvée chez les sœurs des Ouadia. Et juste après, elle s'est retrouvée à la pension de Tadal Toufella. Et le jour de son mariage, à l'âge de 16 ans, elle s'est reconvertie. Mais elle était déjà prête. Elle était déjà prête parce qu'elle était en fait chez les sœurs, elle était en contact avec Madame Malabal. Et voilà comment elle est devenue chrétienne. Mais elle a toujours dit, en ce qui concerne les religions, je n'ai pas donc de conviction. Elle a toujours dit ça. Je crois seulement en Dieu. Elle croyait en Dieu, mais elle ne croyait pas beaucoup dans les religions. Elle était un peu déçue. Donc, les chrétiens et les musulmans, à peu près. Les musulmanes, c'est sûr, par sa maman, mais le destin a voulu qu'elle prenne un autre chemin. Et aussi, juste une petite parenthèse, quand elle a commencé à travailler à Sainte-Eugénie comme fille de salle, voilà, elle avait beaucoup d'instructions, hein, mais il faut savoir qu'à l'époque, les bons boulots, entre guillemets, institutrices, des postes comme ça, n'étaient confiés qu'aux filles de colons. Elle, petite indigène, malgré son instruction, elle avait quand même le brevet moyen, n'a eu droit qu'à un petit travail de fille de salle, c'est-à-dire à l'hôpital, elle reprisait les vêtements des malades. Et elle en avait même à un certain moment parce qu'elle ne voyait pas son avenir. Elle se disait que personne ne demanderait sa main. Et elle est partie voir le père Baldite, donc le père qui s'est toujours occupé de ça, d'elle, vous savez, l'Église se substitue dans ce cas-là aux filles qui n'ont pas de famille et tout ça. Donc elle lui a dit, je veux devenir sœur, mon père. Et il lui a dit, il n'en est pas question, tu ne peux pas, car tu es une fille
légitime. Et ça l'a beaucoup blessée parce qu'elle pensait que l'Église était tolérante, que l'Église ne faisait pas ces différences-là. C'était bassement humain, mais pas au niveau de l'Église. Et donc c'est pour ça qu'elle disait, moi les religions, j'y crois pas trop. Elle croyait en Dieu. Voilà. Alors, par rapport à Qazi, son père, son géniteur, son père biologique, quand la maman Aini l'a mise au monde, elle a été déposée plainte à l'époque. Donc elle lui a intenté un procès. Elle a été voir la justice française. Et elle a été plusieurs fois. Et malheureusement, il n'a jamais voulu reconnaître, donner le nom. Il disait toujours, parce qu'après il s'est marié, il a dit si je t'épouse, ma future belle famille va me tuer. C'est une famille influente. Voilà, donc il s'est marié avec une autre. Et après le procès, Fatma Aini a obtenu d'avoir réparation par une amante, mais une femme fière comme elle était, fière. Et elle a dit, j'ai pas besoin de cet argent, moi ce que je veux, c'est qu'il donne un nom à ma fille, qu'elle puisse être réhabilitée. Voilà. Donc, il n'a jamais accepté. Alors, écrire un livre pour les femmes algériennes ou les... La guerre de libération comme ça. Je ne sais pas. En cas particulier. Peut-être. Moi, je suis toujours à la recherche de bons sujets. Je suis mon inspiration. Ça a été un coup de cœur. J'ai aucun a priori. Je ne traite pas de politique seulement. Je peux parler des hommes, des femmes. Voilà. Il n'y a pas d'a priori. Merci, Madame Guinness. Je vous remercie. Bonsoir madame. Bonsoir. Je tiens à remercier l'association qui fait qui a encouragé. Et c'est une très bonne initiative. Quand je vais arriver de là. Vous êtes ici aussi chez plusieurs mois également de la Gerbois, c'est Ali Fares, le feu d'Ali Fares et Ali Fares. Oui. Et Il y a un autre Aziz ici. Oui, Il est là. Il est ici. Aziz Guimash, qui est la chaîne force. Voilà. Il est dans l'ombre, lui. On a déjà des questions aussi. Oui, oui, Dans oui. le village de Ali Fares. Bien sûr, il est au Canada maintenant. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Bon, je voudrais, vous avez parlé vous avez inscrit votre livre à 90% sur l'histoire de Marie. Oui. Il est resté 10%. Vous avez parlé de 10%. J'aimerais bien savoir sur quel point vous avez penché, parce que je n'ai pas encore lu le roman, sur quel côté vous avez penché idéologiquement, quel est votre apport, quelle est votre initiative, quel est votre apport sur ce livre-là. Qu'est-ce que vous avez apporté en 10%? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que vous étiez resté seulement dans l'histoire de ma vie, ou vous voulez montrer autre chose, les conditions de la femme, ou d'autres conditions religieuses aussi? Est-ce que vous n'avez pas pensé à l'influence de ces religions? Mais j'aimerais bien, c'est à vous de me répondre sur les 10% qui est resté à la... Merci. Merci. Alors, avant de me lancer dans l'écriture, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais aborder mon livre. Donc, pendant à peu près 2 mois, je me suis passée sur la documentation. D'abord, j'ai été relire 2 fois l'histoire de ma vie, puisque c'est d'abord la première source. C'est l'histoire c'est son histoire écrite par elle-même en 1946 et complétée quelques années après, avant son décès, donc c'était très important. Et j'ai relu les livres de ses enfants, de Fawaz et de Jean Amoureux, mais pas seulement. Je me suis penchée un petit peu sur d'autres livres qui traitaient de la Kabylie, des missionnaires, des moyens de transport. J'avais dans l'idée de compléter les petits trous qui n'existaient pas, parce que, par exemple, quand elle raconte qu'elle est venue sur Alger pour passer son brevet,
élémentaire, qu'elle est descendue à une vierge chez les sœurs. Elle ne donne pas plus de détails, par exemple. Et je trouvais que c'était dommage. Donc là, mon imagination a pris le relais. Et j'ai imaginé ce séjour à Alger, parce qu'elle disait juste qu'elle est venue avec sa directrice, Madame Malabal, quelques camarades, 2 ou 3. Donc moi, j'ai donné des prénoms aux personnes qui l'accompagnaient. J'ai imaginé une ambiance. J'ai imaginé, après l'examen, une balade à Alger. Je vous fais une balade. Je me suis documentée sur quelle représentation il y avait à l'opéra à l'époque, donc fin du 19e siècle. J'ai retracé un peu le parcours sur le front de mer, etc. C'est là où mon imagination, pour un exemple en tout cas, est intervenue. Plus tard aussi, parce qu'elle n'a pas eu que des malheurs, hein, Fatma, dans son embauche. Dieu merci, elle a eu des moments de bonheur donnés par ses enfants. Elle a son fils aîné qui a réussi dans la vie, qui avait un restaurant en France, à Montmartre, logistique. Elle a pu prendre des vacances parfois. Et dans un de ses voyages aussi, je l'ai emmenée en balade à Paris. Elle a visité l'exposition universelle, ce qui est tout à fait réel, mais j'ai fait des balades autour voilà, il y a des parties comme ça, mais je ne vais pas vous dire partout où j'ai mis de la fiction. C'est un petit peu mon imagination, c'était pour enrichir un peu mon livre. Mais voilà, c'est vraiment 10% d'imagination. Tout le reste, c'est vrai, ça s'est passé vraiment comme ça. Oui, et forcément, j'ai relevé comment vivaient les gens à l'époque, même au niveau de la faune et de la flore, parce qu'elle en parle, heureusement, dans son livre, elle nous parle de la faune, de la flore, de ce qui poussait comme plante. Enfin, son livre est très, très, très riche, c'était une belle observatrice, et elle avait un langage qui était très, très, très riche. N'oubliez pas qu'elle a terminé avec les certificats, avec le brevet moyen, c'était un high level. Hein. C'est peut-être une licence maintenant. Hein. Je veux dire, c'est pas, elle écrivait très bien. Est-ce que cela répond à votre question, monsieur? Ça va? Ouais, ok. Sûrement, vous avez quelque chose à dire. Monsieur Mustafa, il a écrit un livre sur Jean Maroche, sûrement il a quelque chose à dire. Je l'ai déjà remis à... Oui, j'ai un exemplaire, je vais faire une fiche de lecture pour la radio. Vous voulez rajouter quelque chose? Bon, rien de petites choses peut-être. C'est pas des questions, je voudrais... Il sera besoin de notre ami pour le premier. Non, vous avez apporté un petit peu au moulin de madame. D'abord, félicitations pour l'ouvrage. Il y a des enfants que vous avez créés, qu'on vous remercie. Cette façon de repenser aussi des choses, c'est bien. L'imagination peut intervenir pour embellir, pour donner vraiment l'acuité du fait. Alors, juste pour dire un élément, bon, si vous le savez, c'est bien, si vous savoir, il n'y a aucun problème. Tout le monde sait que Fatma est une fille qui naît hors mariage. Et Aïni a été chassée, comme vous dites, comme c'est dit par Fatma dans son livre. Et à un certain moment, elle était révoltée par cet esprit-là du 19e siècle. Fatma est née en 1882. Alors, bon. Elle s'était révoltée au jour, ceux qui l'avaient chassée, elle leur a dit, voilà, elle dit en cabine d'abord, Neyessen, il Tiasken, Neyessen, si Chalaréou, Achet Miranou. Mais tatouages valent bien plus que la barbe. Et la barbe, c'est le symbole de la vérité de l'homme. Maintenant, moi, entre nous, entre Aïni et ces hommes-là, c'est la femme, c'est Aïni qui est un homme. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est Aïni qui est un homme. Par rapport à ces gens-là. Comme je dis toujours. Oui. Bien sûr. Donc, il y a des éléments. Bon, je travaille sur un autre ouvrage. Ce que je vous ai remis, il y a beaucoup de choses là-dedans. Le prochain, Inch'Allah, bon, je vous dis quelque chose.
Alors j'ai fait de l'arbre généalogique de part et d'autre. Oui. Et j'ai développé parce que j'ai eu la chance de rencontrer Larousse. J'ai eu la chance de rencontrer sa fille Laurence et son petit-fils. Et j'ai eu encore une autre chose plus grande encore. Mon oncle lui-même était un enseignant à l'école des Normands et les Alliés. Alors il m'a donné beaucoup de matière. Alors je suis dessus. J'ai presque finalisé que la Providence nous donne les moyens pour décider de ça. Je vous remercie. Merci. Je trouve votre démarche louable. Il faut écrire et encore écrire sur ces personnes. Pour revenir au personnage de Rémi, la mère de Fatma, oui, quelle femme. Si on devait lui donner un adjectif, aujourd'hui, on dirait que c'est une féministe. Quelle femme, fin du 19e siècle, pourrait comme ça tenir tête à ses beaux-frères, à ses frères, pour dire je vais m'assumer, vivre ma vie. Voilà, elle s'est assumée avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Et elle avait coutume de dire le tatouage que j'ai dans le manteau, d'ailleurs je le signale dans mon livre, vaut mieux que la barbe des hommes. Elle s'assumait tout à fait. C'était une femme fière, indépendante, forte de caractère, et je pense qu'elle a transmis ça à Fatma Ibn Mansour Amrouche, et je pense que Fatma aussi l'a transmis à Taous Amrouche aussi, parce que Taous Amrouche aussi, c'était une forte tête, elle était très forte de caractère aussi. Elle aussi, elle a vécu, je ne sais pas si vous avez lu Rue des Tambourins ou Les Carnets Intimes, vous allez découvrir des choses incroyables. Voilà, on dit que les chats ne font pas des chiens et que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui, c'est une histoire d'hérédité. Aussi, dans le caractère. L'ADN s'est transmis. L'ADN s'est transmis sur plusieurs générations. Des femmes très très fortes qui ont marqué leur époque, chacune à sa manière, il faut le dire. Alors, Madame Guémache, bienvenue. Merci À un moment, je me suis cru à la République des Arts. Voilà. En quelque sorte, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que j'avais parlé du féminisme, vous avez répondu. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'y ai urgence chez toi. Alors, l'histoire des femmes telles que Fatma, Taous, bien des gens tels que vous, à mon homme d'avis, qui est aussi une petite question à apporter, ce sont les bibliothèques universelles des peuples. Là où je veux en venir, au-delà du féminisme des femmes telles que Fatma et Taous, au-delà de l'histoire elle-même, au-delà du témoignage existentiel humain, l'apport de la femme algérienne dans l'émancipation sociale, culturelle et émotionnelle a été traduit juste par une littérature. Ce qui est désolant, ce qui est vraiment désolant, c'est que l'histoire qui s'est racontée, l'histoire longtemps, via nos grands-mères, via mon mère, etc., à un moment donné, c'est interrompu, je n'allais pas dire rompu, c'est une petite interruption. Le flambeau a été repris par d'autres femmes, malheureusement, etc. N'est-il pas temps d'écrire un petit peu comment je vais formuler ma question? N'est-il pas temps d'écrire un petit peu l'histoire elle-même, telle qu'un art est raconté par nos grands-mères? C'est-à-dire au-delà de la composition littéraire, au-delà de la en quelque sorte, si on pouvait anticiper un petit peu les choses, en allant vers les supports numériques, des témoignages verbaux, des témoignages visuels, etc., au-delà de l'écriture. Je sais très bien que l'écriture, c'est l'art suprême, à mon avis, c'est l'art suprême, mais n'est-il pas temps en quelque sorte, de transformer ça, tout ça, en image? Là, vous parlez du visuel. Je parle du visuel parce que moi je suis là, un témoin vivant, je ne peux plus le dire. Je ne peux plus le dire, je ne peux pas. Dieu, je ne peux plus. Mais si par exemple il y avait des supports un peu plus
soit un peu plus numérisée, quoi, audiovisuelle, etc. On va sortir de la République des arts où on entend juste la voix, maintenant on demande, je demande, on demande de voir. N'est-il pas bon de se lancer dans des témoignages audiovisuels au-delà de l'écriture? Je sais très bien que le livre, c'est ça fait, le livre restera toujours ça fait. Nous avons plus des bibliothèques chez nous, nous avons plein de beaux livres, de le voir, voilà, etc. N'est-il pas temps de sortir un petit peu de la radio, de rentrer dans la télévision? Voilà, en quelque sorte. Vous voulez que je vous réponde à ça? C'est pas une réponse que je veux. Je veux un engagement de part de gens de radio et de télévision, un engagement, parce qu'il y a une vérité, ce que je n'ai pas pu dire, il y a une vérité. Actuellement, nous sommes devant une génération qui ne lit pas. C'est un fataliste constat qui est réel. Nous sommes devant une génération qui ne lit pas du tout. Est-ce que c'est une génération qui écoute? Pardon? Est-ce que c'est une génération qui écoute? Espérons qu'on va les capter. Bon, alors moi je suis dans le domaine de la radio, donc je peux leur parler. Mais maintenant la télé, ce n'est pas mon domaine. Le cinéma, ce n'est pas mon domaine. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui travaillent sur vous parlez des femmes, de leur combat. Il y a un travail qui a été fait, peut-être qu'il n'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. Et voilà, c'est aux personnes concernées de mettre le pied à l'étrier et de s'en occuper. Je veux dire que chacun reste dans son domaine. Moi, j'écris ou je parle, ça reste mon domaine. On ne peut pas, comme ça prendre tous les. Aller dans n'importe quel sens. Mais oui, chacun de faire sa part et chacun sa sensibilité aussi, chacun le sujet qui l'attire. Et ça fera une mosaïque un petit peu complète, à mon avis. Voilà. Merci à vous.